Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à la 7e édition de nos discussions sur les troubles neurocognitifs. Chaque mois, ces conversations tournent autour d'un sujet relié aux troubles neurocognitifs avec des personnes qui en ont une expérience directe. Je m'appelle Melissa Rousseau, je suis directrice de programme à Brain Canada, mais aujourd'hui, je vais aussi vous servir de modératrice. J'aimerais remercier vous d'abord, nos spectateurs, pour s'être rejoints sur notre discussion sur l'art et l'Alzheimer. Alors, d'abord, vous pouvez choisir le français ou l'anglais en choisissant le bouton d'interprétation en bas de votre écran et choisir la langue de votre choix. Et puis, il y aura des questions qui apparaîtront à votre écran de temps à autre. On vous demande d'y répondre du mieux possible. Cette session est enregistrée, mais seulement l'audio et la vidéo des panels, des membres du panel n'apparaissent dans la vidéo. Et puis aujourd'hui, nous allons parler de d'Alzheimer, bien sûr, et vos questions seront répondues à la fin de notre discussion. Vous pouvez toujours envoyer ces questions sur le clavardage qui est en bas de votre écran. Puis maintenant, quand l'organisation derrière ces présentations. Il y a, tout ceci est fait pour aider les personnes vivant l'Alzheimer et qui ont des troubles neurocognitifs. Alors, nous offrons des services pour des personnes qui vivent avec ces difficultés ainsi qu'à leurs aidants. Nous travaillons à mieux comprendre les causes des troubles neurocognitifs et de trouver un remède. Brain Canada, la fondation, est un organisme but non lucratif qui joue un rôle au niveau des communautés à travers le Canada pour mener de l'avance la recherche pour mieux comprendre comment le cerveau fonctionne, comment effectuer la prévention et la guérison de ces maladies du cerveau. Nous visitons l'appui des personnes à travers le Canada. Nous concentrons sur les levées de fonds et sur euh, pouvoir travailler avec les communautés et renforcer l'appui à ces communautés. Les bureaux de la Fondation du Brain Canada sont sur les terres ancestrales, territoires non cédés, des peuples autochtones. C'est un endroit qui a servi de lieu de réunion et d'échange entre les Premières Nations. Donc, nous rendons respect et honneur aux aînés et aux personnes présentes. Et nous avons à l'œil la vérité et réconciliation dans notre travail. Nous concentrons nos efforts sur la vérité, sur la commission de la vérité et réconciliation, l'appel à l'action pour améliorer la santé des peuples autochtones et l'article 57 sur l'amélioration de l'apprentissage entourant les peuples autochtones. Alors, comme mentionné, le sujet aujourd'hui traite des troubles neurocognitifs et j'ai 5 personnes avec moi pour donner une perspective unique et connaissance unique à ce sujet. Alors, à toute transparence, j'ai travaillé dans la neuroscience comportementale, mais ceci dit, j'ai bien hâte d'en apprendre de nos excellents conférenciers et conférencières aujourd'hui, en même temps que vous. Et une petite introduction rapide. D'abord, je remercie à tous nos participants panélistes aujourd'hui. D'abord, Kevin Whitaker. Kevin est un artiste qui vit avec la maladie de Parkinson et avec les troubles neurocognitifs. Et Marie est une aidante. Euh, il y a un documentaire qui a été créé autour de leurs expériences. Kevin et Marie ont offert une exposition à un studio à Toronto. Nous avons mis le lien dans le clavardage si vous voulez participer à cette exposition. Puis nous avons Sarah Levitt qui a écrit un livre qui s'intitule euh, l'histoire des ordres, des troubles, l'histoire de ma mère et moi. Donc, Sarah raconte
l'histoire de sa mère qui, à l'âge de 54, a été diagnostiquée avec Alzheimer, a vécu avec la maladie pendant 6 ans. Alors, Tangles est maintenant un film qui est en train d'être produit en animation. Vous pouvez trouver les informations sur le clavardage. Puis, nous avons le docteur euh, Dalia Gottlieb Tanaka, qui est présidente de la Société pour l'art dans les soins de troubles neurocognitifs. Dalia est co-auteur d'un outil qui est conçu pour fournir de l'information sur les moyens d'expression pour les personnes âgées. Elle a plusieurs programmes d'activité et de conférences sur l'expression créatrice, les troubles neurocognitifs exactement. Puis nous avons le docteur Sherry Dupuis, qui a créé quelque chose, Craft, une nouvelle lumière sur les troubles neurocognitifs. Docteur Dupuis, est présentement fait partie de l'Alliance des personnes avec troubles neurocognitifs. Elle a fait de la recherche sur la façon de réimaginer les troubles neurocognitifs pour s'attaquer au stigma entourant cette maladie et le rôle de l'art dans les troubles neurocognitifs. Alors, aujourd'hui, Kevin et Marie ont enregistré des réponses à l'avance. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire cela il y a quelques semaines. Et nous savons que les niveaux d'énergie varient quand on vit avec des troubles neurocognitifs. Et merci d'avoir préparé ce document pour nous. Je crois que ce sera vraiment une expérience qu'apprécieront nos téléspectateurs. Et nous allons commencer par cela. C'est une petite vidéo de 5 minutes. Est-ce qu'on peut y aller? Vidéo, s'il vous plaît. Bien. Alors, nous sommes le 12 novembre, un samedi, assis, entourés de nos peintures, à faire une petite vidéo pour la Société d'Alzheimer pour que ils puissent monter le pouvoir, la puissance de l'art lorsqu'on a une maladie comme l'Alzheimer ou les troubles neurocognitifs. Et votre nom, c'est Kevin Whitaker, peintre. D'accord. Qu'est-ce que tu faisais avant? Oui, je travaillais à la Cour suprême de l'Ontario. Alors oui, nous allons parler de l'art qui nous rend heureux et heureux, lui et moi. Et cela maintenant, quoi, 4 ans que tu peins de façon professionnelle à faire des levées de fonds pour les personnes souffrant de troubles neurocognitifs. Comment est-ce que de créer de l'art t'a aidé? Ben, ça fait en sorte que je n'ai pas à m'occuper de ce que je ressens. Ah, c'est puissant, là. Euh, C'était supposé être un portrait de moi au départ, mais qu'est-ce qui te fait penser à moi là-dedans? Hmm. Tu es heureuse, un peu dangereuse, oui, un peu énergisée. OK. Alors, nous allons parler un peu de ce que tu espères que les gens retireront de cette vidéo. Quel est ton espoir basé sur ta pratique de l'art et de ta peinture? Il y a une chose à se rappeler, c'est leur point de vue de qui ils pensent que je suis. Je ne peux pas dire que tout ceci a été exprimé avant que je ne sois malade, mais c'est là maintenant. Les gardiens ne sont plus là. OK. Hein? Donc, il n'y a plus de filtre. Hein? Ah, d'accord. Oui, quand on est un avocat de travail et que tu sièges sur un tribunal.
Alors, ça, c'est une de tes peintures préférées. Je crois que ça s'intitule Venetian Sunglasses. OK? Et lunettes de soleil vénitiennes. Lequel de tes tableaux est le plus relié aux maladies de Parkinson et d'Alzheimer, ces maladies avec lesquelles tu vis? Qu'est-ce que tu aimerais dire donc aux gens en termes de ce que tu aimerais que les gens au Canada comprennent mieux dans les troubles neurocognitifs? Ben, je crois que la question en est une de la thérapie de l'art en particulier, comment cela peut aider les gens, comment cela t'a aidé si tu devais revivre ta vie, comme tu l'as dit dans le passé, que si tu avais commencé à peindre plus tôt, tu aurais pu peut-être prendre ta retraite plus tôt. Qu'est-ce que l'art te donne et que tu aimerais que les autres comprennent? Ça me donne la permission de penser à des choses de façon différente, d'un point de vue, d'une perspective différente. Pourquoi est-ce que c'est une bonne chose, ça? Ben, c'est bon parce que ça m'aide à comprendre qui je suis. Je comprends mieux, hein, on comprend mieux ce qu'on pense de soi-même. Oui, on comprend mieux tout. Et donc, y a-t-il une chose qui devrait se produire quand on unit l'art et les troubles neurocognitifs? Ça mène à une révision automatique. Oui, et ça aide à mieux comprendre quand on s'identifie comme quelqu'un vivant avec un handicap. Et alors, donc, ça devrait être une routine, de faire de l'art devrait être une routine qui fait partie de la gestion de la maladie neurocognitive. Ben, pas de problème avec ce cerveau, d'après ce que je peux voir, et je t'adore. Merci. Merci beaucoup, Marie et Kevin, d'avoir préparé cette vidéo. Je peux dire, de la part de la réaction des membres du panel, tout le monde sourit, hoche la tête, tout le monde est bien d'accord avec ce qui a été partagé et je suis sûr que cette vidéo a été bien reçue. Certainement, je vais vous revenir plus tard dans notre session et j'ai bien hâte d'en entendre encore plus de votre part. Alors, ma prochaine introduction sera celle de Sarah. En fait, j'ai une image de la couverture de votre livre. Est-ce qu'on peut présenter cela au public? Angles, c'est le titre du livre. Alors, merci. Alors, c'était une histoire de ta mère et de toi-même, ta mère ayant l'Alzheimer. Peux-tu nous parler de des expériences que tu as eues avec ta mère et comment cela a contribué à ta relation? Oh ben, après cette vidéo-là, je suis tellement ému par ce que Kevin disait sur la puissance de l'art, hein, la stabilité, la couleur, les formes. Oui, ça m'a rejoint. Mais mon expérience avec ma mère, bon, bien, l'anniversaire du décès de ma mère sera la semaine prochaine. Elle est décédée en 2004, le 29 novembre. Et donc, vous voulez en savoir plus sur l'expérience avec ma mère, c'est bien ça? Oui.
Alors, ma mère a été diagnostiquée avec trouble neurocognitif alors qu'elle était à peine dans dans ses 50 et quelques années, elle est décédée dans la soixantaine. Et j'essaie de comprendre ce qui se passait en dessinant, en écrivant. euh, et je me sentais aussi en fait, j'avais toujours eu une mauvaise mémoire, donc je m'inquiétais de moi-même souffrir de troubles neurocognitifs, mais je savais que je ne prenais pas des notes de ce qui se passait avec ma mère, que je ne m'en souviendrais peut-être pas. Alors, j'ai gardé une collection de notes et de dessins, et lorsqu'elle est décédée, ceci est graduellement devenu le livre Tangles. C'est intéressant comment hein, les dessins, l'écriture qui était un mécanisme de survie pour vous, de pouvoir gérer votre vie, est devenu maintenant un livre en forme de dessin. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du processus et où vous en êtes dans le processus? Est-ce que vous espérez retirer de cette histoire que vous avez écrite? Oui, bien sûr. Ben, ma mère, j'ai simplement donné un sentiment parce que tout cela est répandu sur plusieurs années. Donc, ma mère est décédée en 2004. J'ai terminé Tangles, le livre, en 2008. Ça a été publié en 2010 dans différents pays dans les années qui ont suivi. Et j'ai commencé à travailler avec ce studio d'animation qui s'appelle Giant à Vancouver, qui ont acheté les droits du film de Tangles. Et nous y avons travaillé sur ce projet pendant 10 ans. Nous avons développé un script qui était une adaptation du livre. Alors, bon, le film ne va pas être copie exacte du livre Tangles, mais ça a pris 5 ans. Il y a 5 ans, en fait, nous avons commencé à travailler avec Point Claire Productions et Miles Pictures, et Seth Rogen et Miller Rogan, qui ont un intérêt très prononcé sur l'activisme et les levées de fonds entourant l'Alzheimer. Alors, leur cible était de rejoindre un public plus jeune et de conscientiser. Donc, ils ont participé au projet, ils nous ont aidés à le développer, en fait, et nous avons maintenant une autre compagnie de production, Monarch, qui s'est jointe. Alors, enfin, toutes ces parties sont des parties mouvantes et nous devrions aller en production bientôt, mais nous travaillons ensemble depuis une dizaine d'années. Et c'est, oui, excitant et j'espère que les choses se dérouleront bientôt. Et aussi de voir vos travaux évoluer dans ce film d'animation. C'est un témoignage de la valeur, de l'appréciation de vos efforts, de vos œuvres. Et je suis très heureuse pour vous également. Alors, merci beaucoup, Sarah. On reviendra vous parler sûrement dans quelques minutes. Puis, une question pour Dalia. Dalia, je crois que tu es en sourdine. Voilà, ça devrait marcher maintenant. Alors, je vais poser une question que j'ai prête pour vous. Alors, vous avez tout un résumé travaillant dans le monde des troubles neurocognitifs, mais cela a commencé en travaillant directement alors que vous viviez avec une personne vivant les troubles neurocognitifs. Vous avez une expérience donc de cela. Alors, comment est-ce que cela a commencé? Eh bien, j'ai été formé dans le domaine de conception et d'architecture, hein, de design et d'architecture. C'était au début, comment le dire, hein, c'était pas une période de désastre économique au Canada où il nous fallait tous trouver d'autres sources de revenus. Un de mes amis, en fait, elle m'a dit qu'il y avait une femme dans une installation de soins de longue durée dans l'ouest de Vancouver. Et s'il me demandait si j'étais
prêt ou prête à passer un certain temps avec Ruth, la personne en question, une personne avec des troubles neurocognitifs. Et ce qu'elle appelait du temps de qualité, simplement d'être là, peut-être quelques reprises pendant la semaine, pour 2 heures à la fois. Je suis arrivé là, elle voulait simplement que je lui parle de n'importe quoi, en fait. Peut-être de la faire rire, la faire réfléchir, en fait, tout ce qu'on aurait aimé faire ensemble. Et, et je ne peux pas croire qu'à partir de cette petite chose pour moi à l'époque, c'est pas grand-chose, que toute la profession s'est ouverte pour moi. Et je suis arrivé là, et j'étais vraiment une page blanche, une florasse. Je ne connaissais rien de la différence entre l'Alzheimer et les troubles neurocognitifs. Est-ce que c'était la même chose? Je ne connaissais rien sur les enjeux de mémoire, comment elle réagirait, qu'est-ce que je pouvais faire pour raccourcir l'histoire. Il a fallu que je fasse beaucoup de recherches pour moi-même parce que après quelques semaines, je n'avais plus d'idée de quoi peut-on encore parler. Et puis j'ai dit, bon, je suis sûr que quelqu'un a déjà vécu une telle situation, hein, de gens avec des troubles neurocognitifs, des TNC. Alors, voyons ce que d'autres font. Là, je vous parle de 1999, OK? Il y a bien longtemps déjà. Et en fait, j'étais en état de choc de ne pouvoir pas trouver. Finalement, ce que je trouvais n'était pas approprié. C'était très peu. Et bien sûr, c'était complètement à 100% le modèle médical. Alors, je ne pouvais pas le croire. Quelqu'un de l'extérieur, je n'étais pas un aidant naturel. Je n'avais vraiment jamais rencontré de personnes âgées avec des problèmes de mémoire ou de troubles neurocognitifs. Mes parents étaient ici jusqu'à la fin. Mais comment, je me suis demandé comment, moi, Dahlia, il a fallu que je découvre des choses à ce sujet. Ça n'existait pas. C'était incroyable pour moi. Et étant têtu, hein, j'ai commencé à faire de la recherche et j'ai dit, bon, c'est quelque chose qui mérite que je retourne à l'école parce que j'ai toujours voulu retourner aux études de toute façon, que ce soit en architecture ou en droit. Mon cerveau était éparpillé, mais ça m'a aidé à me focuser sur quelque chose qui était important, dont on avait tous et toutes besoin. Et c'est là où j'ai compris mon rôle, pas encore comme chercheur. Je voulais des choses tangibles que je pouvais faire. Hein, bon, quel ciseau, quel papier? Est-ce qu'on peut utiliser des ciseaux pour découper? Euh, les sessions devraient durer combien de temps? C'est comme ça que j'ai commencé de façon très innocente. Ça n'a pas été planifié, c'était une coïncidence. C'est incroyable, en fait. Simplement le fait que de par l'objectif de vouloir donner les meilleurs soins à votre client, d'avoir identifié ce manque et d'avoir pris toutes les étapes nécessaires pour remplir cet écart. Je trouve cela vraiment très quelque chose qui vous honore énormément. Et merci d'avoir partagé cette histoire derrière le travail que vous faites. La prochaine question sera pour Sherry. Donc, le travail que vous faites maintenant se concentre sur les changements de culture entourant les troubles neurocognitifs et la façon d'utiliser l'art pour réduire le stigmatisme et augmenter l'autonomisation et la conscientisation. Alors, comment donc changer l'attitude du public comparé à des campagnes d'éducation ou d'autres? Ben voilà, merci de m'avoir invité à faire partie de ce panel. Je suis très heureuse de pouvoir participer. Et Kevin, votre art est extrêmement puissant. Merci de partager cela avec nous également. Alors, je vais me souvenir de certaines de ces images à tout jamais, j'en suis bien sûr. Quand je suis devenue académicienne, j'ai trouvé cela difficile
étant donné que je me concentrais sur le changement de culture de soins, pour faire cela de la façon traditionnelle que nous faisons cela à l'académie, qui est de publier nos articles et, dans des journaux, souvent des journaux professionnels, auxquels les familles vivant avec une personne en trouble neurocognitif n'avaient pas accès. Alors, ça ne répondait pas aux différentes façons. La façon dont on faisait la recherche ne menait pas les gens à l'action, finalement. Et donc, je pensais qu'il était important de trouver différentes façons de traduire ma recherche dans des façons qui aideraient les gens à comprendre, à vivre l'expérience de troubles neurocognitifs de façon différente, de les toucher de façon émotionnelle. Et nous avons trouvé que par l'art, il pouvait nous amener de façon sensuelle, tangible. On peut voir des choses se produire, on peut entendre des choses se produire, on peut ressentir profondément. Et c'est à travers toutes ces choses aussi que de pouvoir se positionner de- dans les pièces de théâtre, par exemple, que nous avons créées. Et nous voyons que les gens parlent de se positionner dans les scènes et de par ce processus, ils et elles peuvent refléter sur leur propre rôle à rendre l'expérience de troubles neurocognitifs ce qu'elle l'est pour d'autres personnes vivant les troubles neurocognitifs. Donc, ça met en face sur l'empathie, sur la réflexion critique. Et ça mène les gens à changer de la façon dont ils interagissent avec les gens vivant les troubles neurocognitifs et leurs familles. Et nous avons vu que cela a mené les gens dans le secteur des soins de la santé à changer leurs pratiques et leurs politiques associées aux troubles neurocognitifs. Alors, je crois que l'art a le pouvoir de faire cela, de nous émouvoir de façon que d'autres choses ne peuvent pas nous émouvoir. Mais je pense que vous venez de décrire, de donner en parole le pouvoir de l'art et comment notre discours, nos actions, la façon dont on perçoit les troubles neurocognitifs et par conséquent, la façon dont on réagit envers les gens vivant les troubles neurocognitifs. Alors, certainement, ça aurait un impact positif sur moi dans la façon dont je perçois cette maladie. Alors, nous vous avons entendu parler euh, et j'aimerais ramener tout le monde à l'écran pour une petite table ronde avant de passer aux questions de l'auditoire. Alors, je vais parler un peu d'une question et cette question est celle-ci. Qu'est-ce que vous voudriez que plus de gens sachent sur l'art et les troubles neurocognitifs? Est-ce que vous aimeriez voir venir prochainement dans ce domaine au Canada? Alors, je vais commencer par Kevin et Marie pour répondre en premier. Je sais que vous en avez parlé un peu dans la vidéo que nous venons de voir, mais si vous pouvez partager d'autres choses pour répondre à ces questions, ça serait vraiment bien. Oui, merci beaucoup de nous avoir invités. Qu'on peut voir, Kevin est en phase de Parkinson. Il m'a demandé de répondre à cette question et c'est ce que j'aimerais faire. Et c'était vraiment un privilège d'être avec Dahlia, Dr. Dupuis et Sherry et Sarah. J'ai acheté votre livre, Sarah. Merci de nous l'avoir envoyé. Mais pour Kevin et moi, la réalisation principale est que chaque jour a sa raison d'être, que ce soit une aventure dans l'art, dans le sport, parce que la raison, il faut avoir une raison de se lever le matin. Et on n'apprécie pas cela bien souvent, hein? Mais à Brain Canada, je sais, côté neurologique, que la neurologie et l'art sont deux aspects de la même pièce de monnaie, parce que l'art stimule le cerveau. Et donc, ce que vous avez vu et le travail de les œuvres de Kevin, vous pouvez en voir plus sur son site web, en fait. Mais ce que vous voyez derrière nous, c'est le premier tableau hein, que Kevin a intitulé Le Dictateur. Sa première œuvre. Et nous l'avons vu prendre vie. Hein. Ceux qui venaient nous voir à Santa Barbara n'avaient jamais vu
peindre à cette échelle, ça l'a transformé dans le moment. Ça, c'était en 2018. Alors, j'ai été témoin des changements, les médecins l'ont vu également. Et au cours des 5 dernières années, Kevin a pu voir, montrer au monde qu'il y a un lien entre la raison d'être, l'art et les personnes vivant, oui, les personnes vivant le Parkinson et les troubles neurocognitifs. Oui. Alors, ce qu'il a dit sur la transformation dans le moment, ça m'a ému de l'entendre dire de cette façon-là. Alors, puis Sherry, si elle pouvait répondre à la même question, oui, je crois que ce que j'ai appris des gens avec des troubles neurocognitifs, c'est l'art reflète qui nous sommes en tant qu'être humain. C'est l'essence de notre humanité. Ça nous aide à exprimer, et je crois que Kevin l'a exprimé si bien dans la vidéo. Ça a permis d'avoir un espace pour s'exprimer d'une façon qu'on ne pourrait le faire d'autre façon. Et je crois que l'art nous aide à nous connecter, à être en relation avec d'autres de façon qui n'exige pas le langage, les mots, et qui pourrait nous émouvoir de façon qui nous change en tant qu'être humain. Si j'ai appris quoi que ce soit des gens avec des troubles neurocognitifs, c'est que l'art est essentiel pour nous dans notre aspect humain, en tant qu'être humain, et il faut que cela soit appuyé beaucoup plus parce qu'il y a un manque de financement dans ce pays à cet effet. Il faut qu'il y ait un financement pour appuyer notre élément humain en tant qu'être humain. Oui, merci beaucoup. Sarah, as-tu quelque chose à ajouter? Je crois que j'aimerais élargir le cadre un peu. J'aimerais que tout le monde ressentent qu'ils ont le droit de créer de l'art. Je le dis comme quelqu'un, moi j'enseigne des bandes dessinées, je travaille avec des auteurs, je fais d'autres ateliers aussi, et si souvent, les gens ont beaucoup de stress, à même de prendre un crayon ou un pinceau en main. Et il y a Doonberry, oui, l'artiste créateur de bande dessinée, parle de la joie de créer de l'art. Et j'aimerais que tout le monde puisse le faire. Et selon ma propre expérience, comme quelqu'un qui a vu ma mère vivre avec les troubles neurocognitifs, c'était une expérience essentielle pour moi. Mais elle a toujours dessiné. Lorsqu'elle est tombée malade, elle a perdu la capacité de même pouvoir interagir avec une feuille de papier. Et ça, c'était vraiment une grande perte pour elle et pour nous. Et quant à moi, mon partenaire est décédé il y a quelques années et je n'aurais pas pu survivre à cela sans créer de l'art. Et je souhaiterais que nous tous et nous toutes puissions créer de l'art tout le temps. Même si vous gribouillez sur l'envers d'un reçu, ouais, faites-le. Oui, certainement. Ce que vous avez dit au début euh, a résonné en moi parce que je suis une de ces personnes qui a peur de prendre un crayon en main ou de faire des choses de façon artistique. Mais je crois que simplement d'apprendre de vous tous, c'est tout ici présent, et en ayant travaillé un peu plus sur la recherche, il n'y a aucun doute que l'art est bénéfique et puissant. Euh, et c'est un connecteur universel, un communicateur universel également. Et c'est ce que je retire de ce dont nous parlons aujourd'hui. Alors, merci Sarah. Et pour la dernière personne à répondre à cette question, Dalia, peux-tu nous donner tes idées sur cette question? Mais tout d'abord, je suis à 100% d'accord avec les membres du panel en ayant vu et entendu ce que Kevin et Marie ont dit. J'ajouterai à cela, vous demander qu'est-ce qu'on aimerait voir se faire plus au Canada.
Et c'est pas vraiment seulement au Canada, mais néanmoins, nous sommes Canadiens. Bon, parlons du Canada. Je crois que, et je crois que Sarah y a fait allusion, que toute personne qui travaille dans les arts, au pluriel, hein, que ce soit l'écriture créatrice, la danse, le chant, l'arrangement de fleurs, la peinture, peu importe ce que c'est, que ces gens, si elles veulent travailler, interagir et faciliter, travailler avec des gens, hein, les personnes âgées, mais en général des personnes vivant les troubles neurocognitifs, peut-être la meilleure façon de le dire, et ils devraient avoir le droit, en prenant une formation assez courte, comment respecter, comment interagir, quoi faire, quoi ne pas faire. Mais ils ne sont pas obligés d'avoir un doctorat dans prodiguer des soins, parce que nous n'aurions pas suffisamment de personnes avec qui interagir avec les milliers de gens qui vivent avec cognitif. Alors, je dirais, élargissons l'étendue qui peut donc intervenir et interagir. Quand j'ai commencé dans ce domaine, vous auriez dû voir que comme j'étais persécuté en fait, et c'est un mot que je pèse. L'Institut, enfin, comment c'était, l'Institut de thérapie de musique, l'Institut de telle ou telle chose, la thérapie par l'art. Et j'étais déjà dans un programme de formation. En fait, il contactait mes propres professeurs pour me renvoyer parce que j'essayais de comprendre ce qu'étaient les troubles neurocognitifs sans toutes ces qualifications. Il voulait que j'ai un diplôme en psychologie, en infirmerie, en médecine, en travail social, et la liste était longue. J'aurais été 200 ans avant de pouvoir avoir tous ces diplômes. Alors, excusez-moi, là, je viens du domaine de l'architecture, qui n'est pas le chemin traditionnel pour en arriver à ce domaine, mais j'ai étudié et mon âme est dans les arts et je me vois comme artiste et j'adore les personnes âgées parce que je n'ai jamais été élevé avec des grands-parents. Ils sont tous décédés dans le Holocauste. Alors pour moi, toute personne qui a l'air âgée, automatiquement, je suis attiré. Bon, OK, plus tard, j'ai décidé si une personne était gentille ou pas, mais bon, j'avais ce besoin d'interagir avec des personnes plus âgées, peu importe d'où ils viennent, de la Légion, leur origine, ça n'entre pas en considération pour moi. Je pouvais commencer à penser à leur origine quand il fallait que je planifie quelque chose de personnel dans les conversations, dans quelque chose qui leur touche à l'âme. Ça, c'est venu plus tard. Alors, simplement, pour résumer ce point, nous devons permettre à toute personne qui voudrait interagir et amener l'art. Bien sûr, il faut faire un peu de formation parce que, simplement parce que vous voulez travailler avec quelqu'un qui a des troubles neurocognitifs et que vous êtes artiste, cela ne suffit pas. C'est d'être un artiste, d'avoir l'amour de l'art, plus de savoir quoi faire. Et je simplifie beaucoup hein, mes pensées. Je n'entre pas dans de grosses paroles hein, et l'âme et tout ça. Mais je pourrais le faire, mais on m'a dit de simplifier. Et l'autre chose, nous devons reconnaître que nos facilitateurs font partie intégrale de l'équipe de soins. Ils sont aussi importants qu'une diététicienne, qu'un psychologue, une psychologue de l'équipe. Il faut le faire parce que, alors que nous n'avons pas de remède
Et je n'appelle pas ça une maladie, j'appelle ça une condition médicale. Alors que nous n'avons pas une guérison pour cela, et j'espère qu'un jour on l'aura, mais qu'est-ce qu'il reste alors si ce n'est pas l'approche psychosociale pour interagir avec ces personnes? Ce sont des êtres humains, c'est encore, il y a quelqu'un encore à l'intérieur de la condition avec différentes habiletés. Et donc, il nous faut avoir une reconnaissance institutionnelle avec ces facilitateurs, ce facilitateur dans soins de longue durée, dans ces installations de longue durée, et l'administration doit reconnaître cela comme étant un élément très important des soins. Les familles ont besoin de savoir. Et nous pouvons même les amener, les former également, les familles, parce qu'elles font partie de l'univers de ces personnes qui vivent avec les troubles neurocognitifs. Alors, quand j'ai commencé, les docteurs m'ont regardé comme si c'est moi qui avais les troubles neurocognitifs. Personne ne voulait me parler. Ils pensaient que j'étais une lunatique, là, perdue dans les nuages. Hein? Les arts, qu'est-ce que l'art a à voir avec les troubles neurocognitifs? Dahlia, est-ce que je peux t'interrompre? Parce que je veux faire écho sur un point fait par Kevin et par toi également. C'est les institutions, la façon dont on amène des changements systématiques dans le système, et tu as essayé de le faire pendant bien longtemps, mais euh, nous l'avons dit dans la vidéo, mais on parle de faire de l'art une routine. Alzheimer's Canada et d'autres organismes traitant du cerveau parlent de l'intersection de la médecine traditionnelle avec d'autres secteurs, comme l'art, et d'en faire une ordonnance, une prescription, comme les médecins maintenant prescrivent des activités, des marches qui aident les gens à vivre dans un corps sain et un esprit sain. Alors, le contact avec l'art, c'est important et tout neurologue ou médecin devrait recommander quand on part de rendre les choses une routine, partie d'une ordonnance quasiment, de dire, ben, hey, mon médecin m'a donné une ordonnance pour aller faire de la sculpture, pour faire de la peinture, d'aller marcher dans la forêt. Et voilà. Ben, c'est bon de t'entendre le dire. J'ai entendu cela il y a plusieurs années dans une autre conférence. Mais en passant, hein, la créativité et les arts créatifs et les réflexions, peu importe, c'est bon pour nous tous et nous toutes, hein, du berceau à la fin. On en a besoin tous et toutes. Alors, nous en avons besoin encore plus lorsque nous développons des troubles neurocognitifs parce que c'est une des façons de s'exprimer parmi les choses que nous pouvons encore faire. Mais il y a 20 ans, hein, j'étais à l'une des conférences. Pouvez-vous m'imaginer aller voir un médecin me plaindre de mes troubles de mémoire? Et il écrit une ordonnance disant 2 heures, 3 fois par semaine, activité d'art. Voilà, faire de l'art. Euh, oui, et bon, le public riait à l'époque, mais nous étions tous pareils dans l'industrie des soins, mais ils pensaient que c'était bizarre qu'un médecin prescrirait 2 heures de danse. Hein? Ah. Non, je m'excuse, Dalia. Tu as tellement partagé d'informations, d'idées, mais je voulais vous dire qu'on s'approche un peu de la fin de l'heure et je voulais vous donner l'occasion de laisser le public poser leurs questions, soit adressées à tout le panel ou à une personne en particulier. Nous en avons une ici qui a été envoyée pour Kevin et Marie. La question est, Kevin, est-ce que tu faisais de la peinture avant ton diagnostic? Oui, la réponse courte, c'est oui. Ce n'était pas quelque chose que j'avais vraiment développé à l'époque, mais certainement, je voulais faire de la peinture à tous les jours, certainement. Et j'ai pu faire cela à un moment donné.
et c'est devenu encore plus pertinent. Oui, je sais que Marie-Caven, vous êtes des collectionneurs d'art, même avant le diagnostic. L'art était un élément constant dans vos vies. En fait, j'ai une question de suivi là-dessus. Marie, comment est-ce que vous vous sentez à savoir euh, la façon dont Caven aimait la peinture avant le diagnostic et comment vous aimez l'apprécier ensemble et que vous voyez maintenant que cela mène à un appui euh, et l'amour de la peinture que vous partagez. Ben, une fois que j'ai accepté qu'il était l'artiste et que je n'étais plus considéré comme l'artiste de la famille, j'ai dit, bon, ben ça, c'est intéressant parce que j'ai toujours été la personne qui jouait avec la pâte à modeler et Caven, lui, a pris la peinture au sérieux. Hein? Et puis là, a, euh, il ces troubles-là. Et puis pour chacun de nous deux, ça a été un cadeau incroyable. Ça nous donnait une gamme d'activités. Hein? Et on ne s'attendait pas à faire des ateliers ou des expositions d'art. Hein? Et moi, personnellement, j'ai documenté aussi la maladie de Kevin. Ça m'a donné une raison d'être et une joie. Je n'aurais pas pensé, hein. Kevin était dans la cinquantaine, comme vous, Sarah, vous n'avez pas vu cela venir, ça a tout changé, bouleversé votre vie. Oui, parfois, il y a des jours, on n'a pas toujours le sourire, un peu aussi éclatant, mais la plupart du temps, ça nous donne une raison de se lever le matin. Ah, magnifique, merci. Nous avons une autre question dans la boîte questions-réponses. Pardage, c'est pour Sarah. On se demandait si vous avez des recommandations ou commencer pour quelqu'un qui ne sait pas comment dessiner ou peindre. Ben oui, certainement. Je pense que tout livre pour débutants sur l'art qui est basé sur l'expérimentation, sur le jeu. Euh, Attendez, laissez-moi entrer le nom du livre que j'aime beaucoup. Et c'est une personne qui fait des dessins, des caricatures. Ça n'importe pas vraiment, hein, quel livre ou à quel cours vous assistez, tant que le focus est sur le fait d'être aussi ouvert et prêt à jouer que possible, et d'expérimenter, hein, et graduellement, vous allez voir ce qui fonctionne pour vous et quelle histoire vous voulez raconter, quelle couleur vous voulez exprimer. J'espère que c'est pas trop vague, mais en fait, c'est une combinaison de Len Berry qui écrit de ses propres expériences et aussi des différentes activités et des différents exercices que tu suggères pour le lecteur. Ben, j'adore cette question parce que c'est quelque chose que je peux intégrer à ma vie après cette présentation. Je vous remercie d'avoir partagé cela. Nous avons une question pour Sherry. Enfin, on pourrait poser la question à Dalia d'abord et voir si d'autres ont quelque chose à ajouter, mais la question est celle-ci. Avez-vous des suggestions pour comment encourager un groupe avec des troubles neurocognitifs qui disent qu'ils ne sont pas intéressés par l'art, de l'essayer, hein, tout simplement, de laisser bénéficier de ce que l'art peut leur apporter? Ben, c'est une excellente question parce que ça se produit tout le temps. Vous avez ces personnes enthousiastes qui veulent se joindre à vous autour de la table et qui sont prêts à faire des choses du début. Il y en a d'autres qui sont timides, qui ne veulent pas participer, mais qui veulent quand même faire partie. Alors, il y a des façons de le faire. Les participants silencieux, tranquilles, vous ne les forcez pas, vous ne les poussez pas. Ils ont le droit de vous refuser, ils ont le droit de vivre leur propre, ou de partir, de sortir, quitter là. Ce sont des êtres humains avec leurs droits, même s'ils ont oublié
le nom de leur mari, d'accord? Ou de leurs enfants. Ces personnes ont encore des désirs et il faut les respecter. Alors, ce que je fais, je demande aux infirmières de les amener euh, au fond de la salle. Vous ne les mettez pas autour de la table, mais vous les surveillez. Vous regardez si leurs yeux bougent, leur langage corporel. Vous essayez de voir s'il y a un mouvement à vouloir se joindre au groupe. Et sinon, ils font quand même partie du groupe, mais vous ne les forcez pas à faire quoi que ce soit. Il faut que ça vienne de façon organique, où elles veulent vraiment participer, peu importe comment. Alors, ce que je fais, je mets sur la table une variété de matériaux colorés. Ça peut être de petites perles brillantes, colorées dans une boîte à différentes couleurs de papier, de tissu, n'importe quoi, de peinture, d'éponges pour ceux qui veulent utiliser des éponges, des gants s'ils n'utilisent pas un crayon ou un pinceau et ils ne veulent pas se salir les doigts. Il y a des gants, il y a tellement de choses. Si vous êtes au cœur du monde de l'art, amenez n'importe quoi que ces personnes pourraient vouloir utiliser. Et ça inclut la musique également, les aliments. Hein? Sherry a parlé d'utiliser tous les sens parce qu'il y a des participants qui n'entendent plus. Alors, il y en a qui ont perdu le sens de l'odorat. Ça arrive couramment. Même le sentiment tactile, la sensation tactile. Parfois, vous perdez cette sensation, cette dextérité. Il y a bien des choses qu'il vous faut savoir et que vous apprendrez en prenant connaissance de vos participants. Alors, je suis avec ce que j'appelle le CEAA comme instrument. C'est un instrument diagnostique pour savoir quelles habilités sont encore présentes. Et je ne travaille pas sur ce qu'elles ne peuvent plus faire, mais sur ce qu'elles, de façon très positive, ce qu'elles peuvent encore faire. Travaillons avec ce que les gens peuvent faire. Et cet outil que j'ai développé avec deux autres personnes, Dr. Peter Grove de Colombie-Britannique, quelqu'un de l'Australie également. C'est un outil que nous avons développé et qui vous aide à vous concentrer sur chaque personne et ce que cette personne peut encore faire. Et donc, une fois que j'ai cela, j'essaie très fort de comprendre où mes participants d'où viennent mes participants. Alors, on peut parler aux enfants, à leurs aidants, en parlant à une infirmière, à là où ces personnes se trouvent. Nous avons beaucoup de gens qui vivent avec des troubles neurocognitifs qui ne sont pas dans des institutions. Ils vont à un centre de jour, comme dans l'ouest de Vancouver, pendant 3 4 heures. Puis là, ils retournent à la maison, chez eux. Alors, et puis là, il faut être conscient de combien de temps va durer votre session. Tellement de choses à prendre en considération. Mais une fois que vous avez toutes ces informations, vous vous sentirez en confiance et vous pourrez expérimenter. Vous savez pourquoi? Parce que le jour suivant, peut-être que la mémoire aura disparu. Il faudra recommencer à nouveau et arranger à nouveau toutes les erreurs que vous avez faites hier. OK? Ah, écoute, je ne suis pas au-dessus d'eux, je suis parmi eux, avec mes clients. J'adore être avec eux, avec elles, parce que ce sont des personnes très drôles, en fait. Merci, Dalia. Écoutez, je voulais ajouter que vous avez
beaucoup de publications que les gens peuvent trouver en ligne s'ils veulent en savoir plus à ce sujet. Il y a toute autre question. On arrive à la fin. Donc, toutes questions qui n'ont pas été répondues. La Société d'Alzheimer, ben, ils répondent par courriel. Nous avons moins d'une minute et je veux vraiment dire à Sherry de partager un dernier aspect de son expérience avant de conclure. Alors, rapidement, je m'excuse de vous faire aller vite, mais j'aimerais avoir une idée comment vous en êtes rendu où vous êtes. Parce que vous aviez un baccalauréat en musique avant d'aller maintenant dans le domaine de la recherche des troubles neurocognitifs. Oui, je n'ai jamais aimé travailler en soins de longue durée. J'y connaissais rien comme Dalia un peu. J'ai donc obtenu un diplôme en musique et j'avais un directeur visionnaire qui m'a donné l'opportunité de travailler dans une institution de soins à longue durée en utilisant ma musique pour créer des programmes d'éducation et de thérapie et qui a pris forme avec les gens avec qui je travaillais. Donc, cela a changé ma vie. Hein. Je voulais aussi dire que je crois que nous pensons de façon trop étroite sur la créativité. Certainement, là qu'on pense aux arts, la créativité, bien sûr, est incorporée, mais on peut être créatif de différentes façons en tant qu'être humain. Et j'ai appris de gens avec des troubles neurocognitifs à quel point ces personnes sont créatives dans la façon de s'adapter en dépit de tout ce qu'ils vivent comme expérience avec leur perte de mémoire et leur trouble neurocognitif. Alors, je crois qu'on doit réfléchir de façon plus large sur la créativité et d'appuyer les gens à être créatifs de la façon qu'ils incorporent. Alors, merci beaucoup, Sherry. Merci à tous les membres du panel, à toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui. Nous sommes vraiment à la fin de notre heure. Encore quelques informations à partager. Je vous laisse partir. Mais si vous cherchez des informations sur les questions cognitives, nous avons un mot là-dessus sur le clavardage et nous allons afficher cette présentation dans le site web de Alzheimer Canada. Alors, il y a aussi un sondage, si vous pouvez y répondre, vous avez le lien dans le clavardage. Et donc aussi, vous encourager d'aller vous inscrire à la lettre d'information mensuelle de Brain Canada. Alors, oui, il y aura un sondage donc, qui vous sera envoyé et d'ici peu. Et soyez parmi nous le 14 décembre, famille et neurocognitif. Ça fait partie de la série sur l'Alzheimer. Merci d'avoir participé et d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Bonne fin de journée.